18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Valérie Benaïm. Bonsoir Valérie, vous êtes journaliste, ravie de vous avoir sur le plateau. Il n'est pas celui que vous croyez, c'est ce livre que vous avez écrit chez Fayard, Ces femmes amoureuses de tueurs en série. C'est absolument passionnant, à la fois terrifiant, parce qu'on se dit, mais qui peut tomber amoureuse d'un tueur en série? Quelles femmes, quel type de femmes sont celles qui vont au parloir, d'abord écrivent à ces tueurs, il y a le cas de Charles Manson aux États-Unis à l'époque, vont avoir des relations avec lui, même éventuellement un enfant, c'est le cas de Nandal Lelandais. Oui. Vous avez interviewé et interrogé longuement une des compagnes de cet homme-là. Oui, tout à fait. Et alors pour démarrer sur votre interrogation, qui peuvent-elles être? C'est évidemment ce qui a été le moteur du début de mon enquête. Qui peuvent bien être ces femmes? Quelles peuvent bien être ces femmes? Et alors, ce qui, moi, m'a retourné, interrogé, questionné, c'est qu'au fur et à mesure de mon enquête, je trouvais des points de ressemblance avec ces femmes. Elles ne sont pas si éloignées que ça de nous, parce qu'elles sont traversées par quelque chose qui nous ressemble, qui est le désir féminin. Et que ce désir féminin, il est un désir empathique, un désir de la main tendue. Et c'est pas un désir morbide, c'est-à-dire aller vers la mort, quelqu'un qui a donné la mort. On parle là du tueur de la petite Miley, ce petit ange qui a été... Et en fait, il y a évidemment, j'allais presque dire tapis dans l'ombre, quelque chose de l'ordre du frisson, mais c'est pas ça qui les guide. Parfois, c'est même, j'allais dire, à l'insu de leur plein gré, ce désir du frisson. Elles ne l'ont pas, elles ne le sentent pas, elles n'y croient pas, même si nous, on peut le percevoir parfois. Mais vraiment, c'est comme un millefeuille, avec de nombreuses couches. Et nous sommes tous et toutes traversés, essentiellement les femmes, parce que c'est un phénomène essentiellement féminin, par des pulsions qui sont celles de l'avocate, de l'infirmière, de l'empathie, de la charité chrétienne. Et c'est ça, au départ, qui initie le premier pas, le mouvement. Et puis après, il y a ce que le docteur Zaguri appelle la combinatoire et le singulier. La combinatoire, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire tous les sentiments par lesquels on est tous traversés. Et le singulier, c'est leur vie, leur vécu, leur histoire personnelle qui va faire que peut-être vous ou moi, on ne va pas glisser, et que ces femmes-là, elles, glisseront. Alors, vous avez recueilli dans TPMP aussi, chez Cyril Hanouna, le témoignage d'une de ses compagnes, celle que vous avez interviewée ou pas? Alors, non, c'en est une autre. C'est une autre, oui, c'est ça, une autre. Hein, voilà. Oui. On va juste l'écouter pour comprendre un peu qu'elle a été une des compagnes de Lelandais. Il lui a demandé un certain nombre de choses et elle a fini par ouvrir les yeux. Écoutons son témoignage. Ce qu'il voulait, c'est que je prenne des cours de pilotage d'hélicoptère et de faire évader, mais quand il sera en centrale. Je lui ai dit, mais ça, donc je m'étais renseigné, ça coûte 25 000 €. Et il m'a dit, mais c'est pas grave, tu feras un crédit. Parce qu'il dit, tu te rends compte, moi c'est Nandal Lelandais, moi je veux pas d'une évasion à la con, je veux du spectaculaire, je veux du Redouane Faïd. Alors donc c'est son ex, donc qui raconte tout ça, c'est incroyable. Donc il veut s'évader, il aurait même voulu lui payer donc son permis d'hélicoptère pour pouvoir piloter les hélicoptères, 25 000 €. Il est dans une folie où il veut s'évader en pompe, c'est incroyable. Gilles, c'est un témoignage d'une force inédite, c'est incroyable. Énormément d'extraits. On a hâte d'avoir tout ça. Il comptait même aller jusqu'à la chirurgie esthétique. Écoutez son projet une fois qu'il sera dehors. Le but était de passer par une clinique chirurgicale, esthétique, pardon, au Maghreb, en Tunisie. Pour lui, c'était de passer en bateau, traverser la Méditerranée en bateau, parce que c'était moins contrôlé, et ensuite de se faire opérer là-bas. Valérie Benaïm, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un véritable projet de Nandal Lelandais. Alors, effectivement, c'est Elisabeth qui est dans le livre, notamment. Mais il faut aussi imaginer que cet homme-là peut aussi être un manipulateur et que ce qu'il lui raconte n'est pas forcément vrai. Elle y croit, elle a envie d'y croire, à la fois, elle nous le raconte, et en même temps, il faut que nous, on s'interroge sur l'émetteur de ça. Est-ce qu'effectivement, il avait vraiment le projet de s'évader? Est-ce qu'effectivement, il avait réellement le projet de faire de la chirurgie esthétique? On ne sait pas. Est-ce que c'est pas simplement un peu, je me pousse du col pour impressionner celle qui est mon amoureuse et que je vois au parloir régulièrement, et qui, elle, n'a qu'une envie, c'est de croire qu'elle est aussi face à un homme hors norme. Donc, il faut toujours prendre tout ça avec du recul. Quoi qu'il en soit, elle y a cru. Et je le raconte d'ailleurs dans le livre, parce qu'elle-même, à un moment, va aller se renseigner pour savoir combien ça coûte les cours de pilotage d'hélicoptère. Donc,
Et c'est là où on voit que cette femme, qui est issue d'une bonne famille, bonne éducation, élevée dans la chrétienté, qui a un métier, qui n'a jamais été connue des services de police, etc., petit à petit, elle-même enfreint tout, et elle ne se voit pas faire. Elle ne se voit pas passer un téléphone alors que c'est interdit en prison. Elle ne se voit pas ensuite passer de l'alcool et de la drogue. Elle ne se voit pas, elle, aller vérifier si effectivement elle pourrait éventuellement apprendre à piloter un hélicoptère, ce qui est complètement dingue. Vous voyez, et c'est ça qui m'intéressait. C'est tous ces verrous qui sautent. Ce mécanisme-là. Ouais. J'aimerais passer la parole en premier à Geoffroy Lejeune. C'est le seul homme sur le plateau ce soir. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces histoires beaucoup de choses. Absolument incroyables. Ouais, c'est fascinant, sordide. Ça m'inspire deux questions. La première, c'est est-ce que vous diriez que dans toutes les relations que vous avez pu analyser, il y a une forme de déséquilibre, du coup, d'infériorité de la femme par rapport à l'homme? Est-ce que, voilà. Et la deuxième, c'est est-ce qu'elles finissent par épouser d'une certaine façon la culpabilité de leur amant et à la trouver pas grave, à considérer que finalement ça ne compte pas? Alors d'abord, il faut savoir qu'effectivement, il y a autant j'allais dire d'analyses que de femmes, hein, parce qu'évidemment, leur histoire est unique. Mais sur l'idée de... la première, vous m'avez dit... Est-ce que, en fait, dans ce que vous avez décrit sur Nordal Lelandais, elle se met en infériorité par rapport à lui, elle est à son service? Alors, très clairement, Elisabeth, moi, en tout cas de ce qu'elle m'en a raconté, j'ai vu une femme sous emprise. Ouais. Mais c'est pas le cas, par exemple, de Sophia, qui, elle, mène complètement la danse dans mon livre, qui est une femme de caractère, très grande patronne dans le monde du cinéma, qui a produit des Almodovar, etc., et qui est une femme de tête, et qui, elle, va tomber amoureuse, pas d'un tueur en série, mais d'un homme qui aura quand même tué, qui a du sang sur les mains, qui a fait 30 ans de prison en Italie. Et là, on n'est pas du tout dans quelque chose où on est de l'ordre de la victime. Donc certaines vont glisser et presque se mettre sous la coupe, j'allais presque dire volontairement, de ces hommes-là. Et puis d'autres vont prendre le dessus et être plus fortes que celui qui est derrière les barreaux. Et donc, mais de toute façon, la relation est inégalitaire. Il y en a un qui est dedans, l'autre qui est dehors. Alors, est-ce qu'il y a de l'emprise? Est-ce qu'il n'y a pas de l'emprise? Les défenseurs de ces hommes en prison vous diront, mais comment l'emprise est-elle possible? Enfin, franchement, soyons raisonnables, c'est ce que me disent les avocats, soyons raisonnables. Ils n'ont aucune marge de manœuvre, ils n'ont pour certains, ou pour la plupart, pas d'argent, pas de famille, donc c'est elle qui décide et c'est elle qui mène la danse. Et puis moi, celles que j'ai interviewées, pour quelques-unes d'entre elles, me disent, mais moi j'étais dehors et j'étais coupable d'être dehors. Ça revient à votre seconde question. Je me sentais tellement coupable que lui soit entravé, que j'étais son tout. Et il avait besoin de moi. Et donc, moi, comme il a besoin de moi, il y a un mécanisme qui se met en place. Rachel, peut-être une question à Valérie? Oui, alors, je voulais poser une question au début sur ce désir de sauver qu'ont les femmes, mais au fond, je me dis, par rapport à tous les témoignages que vous avez recueillis, est-ce que c'est pas le fantasme ultime de l'amour plus fort que tout? Alors moi, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai démarré l'enquête, j'avais un peu dans ma tête un truc un peu à la Bonnie and Clyde. Et d'ailleurs, le syndrome de l'hybristophilie, le terme un peu basique, c'est le syndrome Bonnie and Clyde. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je travaillais sur l'amour courtois, sur Roméo et Juliette. C'est l'idée d'un amour entravé et qui donc serait hors norme et plus fort que tout, plus incroyable que tout, et qui place en fait ces femmes au-dessus. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Je vis quelque chose que vous, petit commun des mortels, vous n'aurez jamais accès à ça. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de ce désir-là, qui est un désir tellement puissant, tellement sublimateur, qu'il va tout balayer sur son passage. Est-ce qu'il y a, alors vous avez enquêté sur des femmes amoureuses de tueurs en série, est-ce que l'inverse est vrai, Valérie Benaïm? Est-ce qu'il y a des hommes qui tombent amoureux de femmes qui tuent, alors, qui ça sont existe. aussi des criminels? Ça existe, mais à la marge. C'est quelque chose. chose qui est extrêmement restreint. Et alors, j'ai interrogé évidemment psychiatres et autres pour leur demander mais pourquoi. Ben, il semblerait que ces messieurs soient un peu plus trouillards que nous. Il semblerait que ces messieurs n'y vont pas parce que... Non, mais on parle de sujets tellement lourds. Parce que c'est castrateur et parce que l'image de la femme, c'est forcément la Madone. Et c'est une image qui ne peut pas être accolée au sang, à la mort. La femme donne la vie, la femme ne se frotte pas à la mort. Donc il y en a, hein, évidemment, il y a quelques hommes qui y sont allés, mais c'est essentiellement féminin. Est-ce qu'il y a une perversion chez ces femmes, à votre avis? Vous qui avez enquêté sur leur parcours, leur histoire. Honnêtement, leur vie. au sens clinique où on l'entend, non. Pour une Monique Olivier, il y a des centaines de femmes amoureuses de tueurs. Monique Olivier, c'est un cas extrêmement particulier.
Je pense que La femme de Michel Fourniret. voilà, et je pense que sans Monique Olivier, il n'y aurait pas le Michel Fourniret que l'on connaît et dans ses œuvres, si j'ose dire, tragiques et dramatiques, et que c'est la rencontre de deux névroses et de deux folies qui a donné ça. Et que moi, j'ai rencontré des femmes qui, pour la plupart, vraiment, sont dans une idée de rédemption. Alors, parfois, elles vont mettre le crime à distance, sous le tapis. Ça ne me regarde pas, c'était l'homme avant moi. Donc, c'est une façon assez commode de ne pas vouloir gérer le problème. Parfois, elles disent, il faut faire avec, alors je vais faire avec. Et puis, parfois, elles le nient, parce que, alors là, on est plutôt une avocate, et on dit, c'est une erreur judiciaire, vous n'avez rien compris, etc. Bien sûr. Et il y a évidemment dans l'actualité des choses qui nous font frémir. On pense aux parents de la petite Maëlys, évidemment, parce que ce qui se passe avec Nandal Lelandais, qui a eu un enfant, on le rappelle, avec une de ses compagnes en prison, on se dit que c'est un calvaire sans fin en réalité. C'est-à-dire qu'il a supprimé votre enfant, vous avez mis des mois à la retrouver, et là, le calvaire continue. Vous avez des contacts avec les familles des victimes ou jamais? Pour ne rien vous cacher, dès le jour 1 de mon enquête, je n'ai cessé de penser aux parents des victimes. Toutes ces victimes. Évidemment, Maëlys, mais le caporal Noyer, mais aussi les victimes de Guy Georges, parce que j'évoque aussi l'affaire Guy Georges, de Patrice Allègre, etc. Parce qu'il fallait que je les ai aussi en tête et que moi, j'avais promis de ne pas juger les femmes que j'allais interroger. Mais je ne pouvais pas, moi non plus, il ne s'agissait pas d'un blanc-seing et de dire ce que vous faites est formidable, il s'agissait simplement de ne pas les juger. Donc j'étais sur cette ligne de crête tout le temps pendant tout ce travail. Et évidemment, pour ses parents, c'est une souffrance sans fin et c'est impossible de faire autrement que de ne pas être de leur côté. Et ça interroge sur qu'est-ce que l'on fait aussi de ces hommes une fois qu'on les met en prison. Nous, la société, on a le sentiment que le problème est réglé. Mais le problème n'est pas réglé parce qu'ils sont privés de liberté, ils ne sont pas privés d'autre chose. Comment on gère cette autre chose? Ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent avoir des téléphones, ils peuvent avoir un certain... Ils peuvent avoir accès à une unité de vie familiale. C'est l'administration pénitentiaire qui décide s'ils ont accès ou pas. Donc ça ouvre un champ de questionnement qui est une question de société. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous interpelle, Sabrina, dans ce qu'on vient d'entendre de Valérie Benaïm? Le livre a l'air passionnant. La première question que je voudrais vous poser, chère Valérie, c'est comment êtes-vous arrivée à vous distancier des profils psychopathiques dans la rédaction de votre ouvrage? Et deuxièmement, est-ce que vous seriez capable de nous dire que ces aphorismes-là, patriarcat, matriarcat, coexistent finalement dans une projection affective morbide? Tout à l'heure, vous parliez par exemple de ces femmes de pouvoir qui leur rendent visite parce qu'elles sentent précisément qu'elles les dominent socialement, économiquement, etc., sur le plan même symbolique. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes juste me répondre à cette question, est-ce que le patriarcat se dissocie du matriarcat? Est-ce qu'on n'est pas finalement dans un matriarcat sacrificiel s'agissant de ces femmes? Est-ce qu'on n'est pas non plus dans un patriarcat qui les fascine du fait qu'ils sacrifient des vies humaines? Enfin, vraiment, je suis désolée, je peux en... Une seule question, Sabrina, parce que là, sinon, Valérie, elle ne va pas savoir quoi répondre. Passionnant. Mais la première, vraiment, ce que je voudrais dire, comment avez-vous fait pour vous distancier de Valérie Benaïm de cet ouvrage? Je crois que c'est tout le boulot d'un journaliste, en fait. Donc j'ai essayé à la fois... Évidemment, je ne peux pas me départir du fait que je suis à la fois femme et mère. Donc, double titre, j'étais impactée. Mais mon boulot à moi, c'est à la fois d'interroger en tant que femme et que mère, mais de mettre à distance. Ça, c'est mon travail de journaliste. C'est mon travail de prendre de la matière, de la digérer avant de la recoucher sur le papier. Et notamment, et c'est la raison pour laquelle dans le livre, il n'y a pas que du témoignage brut, j'essaie de prendre de la hauteur en interrogeant des avocats, des gardiens de prison, des procureurs, des psychiatres, et qui me permettent, moi, de digérer les interviews que j'ai faites pour être un peu en surplomb et prendre un peu de distance que dans de la chair. Mais sur Naïma, vous voulez poser une petite question avant la fin de l'émission? Cette idée, en fait. Là, moi, je suis fascinée par votre livre, j'ai hâte de le lire, mais par vous aussi. Non, mais c'est intéressant parce qu'on me pose toujours la question avec un point de suspicion, en se disant, elle est quand même peut-être un peu dingue. Non, mais en fait, je travaillais à l'émission pour laquelle je travaille en télévision, qui touche pas à mon poste, et je préempte la table du salon avec toujours la télé allumée, parce que j'aime bien avoir cette réminiscence un peu des salles de rédac avec un peu de bruit. Et j'allume toujours sur les chaînes info, et en l'occurrence, il y avait la reconstitution du meurtre du caporal Noyer,
noyer. Et un de mes confrères à l'antenne racontait que eh bien, la foule criait à mort, à mort, à mort. Dans l'affaire Lelandais, donc. Hein. Dans l'affaire Lelandais. Et que il y a eu, à ce moment-là, l'irruption d'une femme dans le dossier Nordal-Lelandais. Et là, je ne sais pas pourquoi ça m'a percutée, mais à ce moment-là, j'ai tout arrêté et je me suis demandé qui était cette femme. Est-ce qu'elle le connaissait avant, auquel cas j'aurais pu éventuellement concevoir un lien qu'on ne veut pas rompre. Et si elle est arrivée ex nihilo, d'où elle venait, qui elle était. Et c'est là qu'a commencé le fil de la narration. Formidable. Qui est très intéressant. Il n'est pas celui que vous croyez, c'est Femme amoureuse de tueur en série aux éditions Fayard. Merci beaucoup Valérie Badi d'être venue ce soir dans Punchline, CNews Europe 1. Merci Naïma. Voilà, vous avez eu la réponse à votre question. Rachel, Sabrina et notre seul homme de la soirée, Geoffroy Lejeune. Formidable. Vous avez résisté, vous avez survécu. Merci à vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, de votre confiance et de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez sur Europe 1 Hélène Zélani pour Europe 1 Soir. Et bien sûr, Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.